Bonjour Florence Gauthier. Bonjour. Alors, donc nous poursuivons ensemble. Vous êtes fidèle au poste. Ça doit être notre 5e émission. Oui. Alors, pour ce cours, ce superbe cours d'histoire que vous nous proposez chaque mois. Donc, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Paris 7, spécialiste donc de la période de la Révolution française, auteur de nombreux articles et ouvrages sur le sujet. Notamment Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, qui a été édité en 92 chez Sileps, mais qui a été réédité plus récemment. Voilà, et vous êtes aussi co-animatrice du site révolutionfrançaise.net. Alors donc, c'est notre 5e émission, un survol rapide des épisodes précédents, les états généraux, le rôle du peuple, la fondation de la République démocratique et sociale, avec les révolutions du 10 août 1792 qui ont fondé la République démocratique, et puis les révolutions de 31 mai, 2 juin 1793, voilà, qui ont mené au gouvernement révolutionnaire. Voilà, on a parlé également la dernière fois de la terreur, mais vous nous avez appris que la terreur, en fait, c'était la terreur que suscitaient les droits de l'homme pour les colons. Et pour tout le côté droit, ultérieurement. Voilà, comme donc on va le revoir là maintenant avec Thermidor. Voilà, la terreur, c'est les droits de l'homme pour certains. Oui. Puisque ça met fin à leurs privilèges et à le privilège de posséder des esclaves notamment. Entre autres, voilà. Alors aujourd'hui, suite au 9 Thermidor, donc on va voir le renversement de la montagne, la contre-révolution, et comment tout ceci a été est interprété. C'est ça notre programme d'aujourd'hui ? Voilà, oui, je vais parler rapidement des conséquences du 9 Thermidor parce que c'est un sujet énorme et qu'il faudrait consacrer une émission entière. Mais je voudrais aussi, surtout d'ailleurs, aujourd'hui développer les interprétations principales qui ont conduit au marasme intellectuel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire une incompréhension complète de l'événement Révolution française. Qui est fascinante dans son genre. Alors, je voudrais là juste reprendre les suites du 9 Thermidor. Est-ce que le 9 Thermidor a supprimé le tribunal révolutionnaire et le gouvernement révolutionnaire ? Non, ils ont continué. Bon, donc c'est important de le savoir, parce qu'on nous fait croire que ce serait l'inverse. Eh bien, pas du tout. Ça a continué jusqu'à l'établissement de la Constitution de 1795. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment les thermidoriens se sont-ils emparés du pouvoir à ce moment-là ? Eh bien, il y a eu une préparation au 9 Thermidor. Et le 9 Thermidor a été vraiment construit par les opposants, bien sûr. À quoi donc ? Pas à un individu. C'est trop court, mais pas un système. Robespierre, donc. Oui, c'est pas Robespierre en particulier. Ils l'ont créé, le Robespierre. Vous allez voir, c'est intéressant. Mais c'est contre la République démocratique et sociale, la République des droits de l'homme. Et ça, je vais vous le démontrer de façon assez simple par des faits, le rappel des faits. Évident. Donc le 9 Thermidor, c'est une contre-révolution ? Une contre-révolution qui commence et qui va s'étaler jusqu'à le rétablissement des Bourbons en France, c'est-à-dire jusqu'au rétablissement de la monarchie de Louis XVIII et de Charles X. Donc ça fait quand même un long moment, je veux dire, c'est 1795 jusqu'en 1815, avec tous les gouvernements successifs, y compris Napoléon Bonaparte, bien sûr, qui sont des marches vers la contre-révolution, et avec l'aboutissement qui est donc le rétablissement des Bourbons. Mais je reviens rapidement sur les actes des Thermidoriens, et puis sur l'accusation très spécifique qu'ils ont construite, parce que je crois que c'est les éléments les plus intéressants. Alors très rapidement, le 9 Thermidor a permis en 3 mois de supprimer toutes les institutions démocratiques communales, pour commencer. Ensuite, l'interdiction du club des Jacobins. Bien, deuxième point. Et troisièmement, la suppression, bien sûr, avec la destruction de
de la base démocratique qui est la commune, la suppression de toute la mise en application de la politique révolutionnaire, c'est-à-dire essentiellement la politique l'économie politique populaire, qui était en cours de développement et qui a été interrompue. Et puis l'arme, le moyen concret que les thermidoriens ont utilisé, ça a été la guerre de conquête. Alors immédiatement, à partir des lendemains du 9 Thermidor, les généraux se sont proposés dont Bonaparte, se sont proposés pour aller se tailler un empire, un petit royaume, chez les voisins de la France. Et en particulier, ils ont commencé par la Rhénanie. Et au mois de décembre 1994, le 9 Thermidor, c'est le 27 juillet 1794. En décembre, vous voyez, assez rapidement, juste après, la Rhénanie est occupée. Alors ça va permettre au gouvernement qui entreprend la guerre de reprendre le pouvoir, bien sûr. Évidemment, ça sert à ça, les guerres, en général. Et en particulier. Oui. Bon, c'est une leçon de l'histoire que Oui. l'on connaît bien. Oui. Et puis, ça a permis aussi, en occupant ces territoires, de financer la guerre. Bien. Alors ça, c'est une première chose. Mais ensuite, je voudrais rappeler rapidement le système que les thermidoriens ont mis en place. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème à résoudre ? Ils avaient comme problème qu'ils étaient eux-mêmes les députés de la montagne. Voilà. Alors, ils ont donc participé depuis les 31 mai 2 juin 1793 à la mise en place de la politique montagnarde qui s'est faite par le vote des députés. Donc leur problème à résoudre, qui est compliqué en même temps, c'était de s'inventer quelque chose qui les protège et qui permette de désigner un bouc émissaire, de désigner le groupe de personnes qui avaient fait des mauvaises choses. Et ils ont inventé ce système qui se reproduit régulièrement depuis. Quand même, il faut le faire. Je veux dire, c'est très intéressant. Laissez-moi dire quelques petits mots à ce sujet, parce que c'est vraiment intéressant. C'est à partir du 9 Thermidor qu'on a inventé le terme insultant, qui est devenu une insulte à ce moment-là, de robespierriste. Avant, ça n'existait pas. C'était pas comme ça du tout qu'on parlait. Robespierre n'était qu'un député parmi d'autres. Il l'a toujours été. Un député du comité de salut public élu régulièrement et réélu chaque mois. Donc on a stigmatisé Voilà. sur sa personne. Sur sa personne, on a vraiment focalisé sur sa personne et on a transformé Robespierre en un personnage complètement mythique, complètement fabriqué, qui est un penseur des monstres politiques. Ceci dit, il est intéressant aussi de noter, c'est très intéressant, que les thermidoriens n'accusaient pas Robespierre d'être un dictateur ou d'être un tyran, pas du tout. Ils l'accusaient d'entretenir l'anarchie. Et l'anarchie, pour eux, c'était la démocratie communale dont j'ai parlé longuement dans toutes ces émissions. Donc c'est intéressant de voir que l'adversaire est, pour eux, l'institution démocratique par excellence, celle de l'Assemblée générale des communes. Vous comprenez ? Ça, c'est vraiment quelque chose un aveu formidable, d'une richesse extraordinaire pour nous permettre de comprendre l'histoire. Donc en fait, les contre-révolutionnaires, les thermidoriens, participaient à la politique de la montagne, Oui, à l'État démocratique et social. Tout à Ils ont fait. dû, donc du coup, pour justifier leur revirement, trouver un point de cristallisation Tout en la à fait. personne de Robespierre. Et ils l'ont vraiment inventé. Alors ils ont commencé dans la nuit du 9 au 10 Thermidor, par accuser Robespierre tout simplement en lui enlevant la parole. Robespierre était venu le 8 Thermidor à la Convention pour essayer de dénouer la crise qui existait à ce moment-là. Et il est venu pour parler, pour dire quelque chose. On lui a coupé la parole, tout simplement. Et dans la séance du 9 Thermidor, il n'a pas pu parler. Vraiment, hop, terminé. Donc on lui a coupé la parole. Vous comprenez bien que quand on regarde de près les faits, on s'étonne que l'on puisse appeler dictateur un individu qui n'a que sa parole pour se défendre et qui n'a aucun autre moyen, ni armée, ni argent, ni rien de tout cela. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé alors Oui. Donc on lui a coupé la parole. On lui a coupé la parole et il a été ensuite les députés thermidoriens, enfin les thermidoriens, ont voté une loi qui le mettait hors la loi. C'est une chose qui était nouvelle, complètement nouvelle. Ça n'avait jamais été utilisé auparavant dans des conditions de ce type-là.
Donc la personne n'ayant même pas le droit de se défendre. Et en plus, il a été arrêté immédiatement et il a été exécuté le lendemain, sans procès. Vous voyez, sans procès. Ah bah oui, sans procès. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on lui reprochait parce que justement, on lui reprochait d'avoir été l'anarchiste, celui qui entretenait l'anarchie. Voilà. Et puis, on a commencé à inventer des calomnies. Alors ça, c'est tout à fait grandiose, des calomnies. Mais je n'ai pas le temps de redévelopper parce que c'est quand même assez important. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est la façon dont le système thermidorien s'est reproduit dans l'histoire, régulièrement. Oui. Et ça continue. C'est quand même admirable, non? C'est un système extraordinaire, je trouve. Non, c'est fantastique. Alors, comment ça se fait? Je donne quelques exemples. Comment ça marche? Oui, comment ça? Ben, c'est tout simple. Vous accusez quelqu'un de choses qu'il n'a absolument pas faites. Hein. Voilà. Et, on le présente comme le penseur d'un monstre politique. Alors, ça s'est reproduit tout au long de l'histoire. Et ça continue de nos jours. Je vous en donne quelques exemples, quelques repères rapides. À la fin du XIXe siècle, les partis politiques d'opposition démocratique ont commencé à se déployer dans toute l'Europe et ailleurs. Et ils avaient pris la forme de partis qui avaient des points de correspondance et de liaison avec le local, avec des organisations locales. Et on a présenté la chose comme un quadrillage du territoire, avec un vocabulaire donc militaire, un quadrillage du territoire. Et on a expliqué que ces processus qui se faisaient un siècle après, à la fin du XIXe siècle, c'était Robespierre et les Jacobins qui l'avaient inventé. Alors les Jacobins sont présentés comme un parti moderne, quadrillant le territoire, ce qui n'a jamais été le cas, jamais. Mais l'idée est restée, si vous voulez. On construit comme cela une mythologie absolument effrayante, avec des choses qui sont condamnées à un moment donné de l'histoire, précisément, et puis ça continue, ça se poursuit. Alors le deuxième exemple, c'est la dictature qui justement ne l'était pas. Mais juste pour revenir sur bien comprendre ce premier exemple, en quoi c'était vu négativement le fait de quadriller le pays, d'avoir un parti qui était présent dans tout le pays. À la fin du XIXe siècle, c'était considéré comme extraordinairement dangereux par tous les antidémocrates qui refusaient la formation de partis nouveaux, quoi. C'est ça. Alors c'est des formes nouvelles qui réapparaissaient après une période de répression assez forte en France, par exemple. Mais ailleurs aussi en Europe. C'est le risque de semer la démocratie, mais bien sûr, débat politique. Alors tous les partis organisés de cette manière-là à cette époque sont considérés comme des monstres, un monstre politique nouveau qui apparaît, par certains évidemment, et ce monstre, il est référé à la Révolution française, au jacobinisme, à Robespierre, voyez. D'accord. Alors, deuxième exemple, la dictature. La dictature, elle est devenue à la mode au tournant du 19e, 20e siècle. Elle est devenue à la mode à gauche comme à droite, ne l'oublions pas, les deux. Et les critiques de ce système de dictature ont reporté sur la Révolution française, en France, bien sûr, c'est toujours par là que ça commence, mais pas seulement, ça peut se faire aussi sur un plan beaucoup plus général. Ils ont décidé que la dictature moderne, qui leur faisait peur à cette époque-là, au début du XXe siècle, avait été inventée par la Révolution française, et c'est devenu la dictature inventée du Comité de salut public, etc. Comme je l'ai rappelé la dernière fois, il n'y a pas eu d'institution dictatoriale. C'est absolument une fantaisie affligeante. C'était une lecture de la Révolution française qui aurait instauré une dictature du Comité de salut public. Oui, c'est une interprétation des monstres postérieurs, des monstres politiques pour certains postérieurs, qui sont ramenés, dont la source est renvoyée à l'histoire de la Révolution française, et toujours à la même période, c'est-à-dire la période de la montagne. Donc la Révolution française, par extension, Exactement. Serait la matrice ou la genèse des dictatures du XXe siècle. Alors j'en viens maintenant à la version qui s'est développée de la dictature, mais je passe à Furet. François Furet a été celui qui a véritablement repris un monstre, le gros monstre du totalitarisme dans les années 1970,
Et il l'a plaqué sur la Révolution française et sur, bien sûr, Robespierre. Et la Révolution française est devenue la matrice des totalitarismes au pluriel, hein, comme on l'a déjà dit ici, du XXe siècle. Voilà. Et puis la dernière accusation, qui ne manque pas de sel non plus, c'est un courant qui se prétend féministe, je ne sais pas s'il l'est vraiment, mais enfin il se prétend féministe, et qui accuse Robespierre en particulier, et les Jacobins bien entendu, d'être la matrice du machisme moderne qui aurait mis hors du jeu politique les femmes, qui aurait opprimé les femmes. Bon, voyez, donc c'est un système qui se reproduit régulièrement. Donc, voilà l'héritage de Thermidor. Hein. Donc Robespierre et le Thermidor, on lui colle beaucoup de choses. Oui. Alors, c'est un grand génie dans son genre. Ah oui, il a généré donc beaucoup de monstres. Oui. Alors quand même, pour bien comprendre d'où ça vient, par exemple, le dernier exemple semble le plus étonnant. Qu'est-ce qui fait que on pourrait attribuer à Robespierre et au jacobinisme cette idée de machisme. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'il a vraiment supprimé des droits aux femmes ? Au contraire. Au contraire, il a toujours pris la défense des assemblées générales communales en précisant que ceux qui devaient faire l'organisation du vote, de la police de l'Assemblée générale communale, c'était l'Assemblée générale elle-même. C'est-à-dire que c'était aux gens qui se rassemblaient, qui se réunissaient, de décider comment ils allaient organiser leurs assemblées générales, c'est-à-dire au peuple. Hein. Franchement, il a défendu cette idée, mais jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Systématiquement. Alors, c'est assez étonnant de le faire. Bon, mais c'était une époque où l'oppression des femmes devait être justifiée sur le plan historique, et on a commencé à faire une projection fausse, complètement fausse, dans ce cas-là, puisque, comme je l'ai rappelé, depuis le Moyen-Âge, les femmes participaient à la vie politique des assemblées générales communales, alors, et même jusqu'au niveau de l'élection des députés des États généraux, jusqu'à ce qu'ils se soient réunis, hein, et ça a recommencé avec 1789. Donc les femmes n'étaient pas exclues parce que c'était des femmes des droits de vote depuis le Moyen-Âge, vous voyez. C'est une idée qui est complètement erronée sur le plan des sources historiques. Bon, mais ça, vous voyez, c'est une autre affaire. Et ça devient des choses très complexes, comme on le comprend. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qui fait finalement que tout ça se cristallise sur la personnalité de Robespierre? C'est peut-être parce que c'était quand même une personnalité de premier plan, qui était, l'habitude, qui avait beaucoup de charisme, qui était en avant à l'Assemblée oui, enfin, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui peut être intéressant, un jour, il faut l'écraser, c'est ça que ça veut dire. C'est un petit peu inquiétant, quoi. On n'aime que les médiocres. Oh, vous c'est tristoun, hein. Franchement, quelle vision de l'histoire. Non, mais bon, c'est vrai, c'est le bouc émissaire qui a servi à tout cela, et ensuite, la chose s'est reproduite. Voilà, on marque une petite respiration et on se retrouve pour juste après. Oui.
Ahmad Jamal sur Aligre FM 93.1, une programmation choisie par vous, Florence Gauthier. Oui. Très sympathique. Donc, je rappelle que nous parlons aujourd'hui c'est notre dernière émission de la série sur la Révolution française. On parle des interprétations et de la Révolution, et on va en venir maintenant à l'héritage. Alors je rappelle, donc Florence Gauthier, que vous êtes professeure d'histoire moderne à l'université Paris 7, voilà, auteur de Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, notamment paru aux éditions Sileps. Voilà, alors on était sur les interprétations du 9 Thermidor et la diabolisation de Robespierre, du jacobinisme et toutes les interprétations, tous les mots qu'on lui a collés. Et puis maintenant, on va aborder la question de l'héritage de cette révolution, finalement l'héritage de la République de la République sociale qui est un peu effacée. Complètement effacé, complètement effacé. Qui ne l'a pas été tout de suite. D'abord, il faut que je rappelle encore un des grands actes de la Convention thermidorienne, qui a été, il faut le savoir, personne ne le dit de façon lumineuse, claire, et pourtant c'est très intéressant, vous allez voir. Les thermidoriens ont changé la Constitution de 1793, ils ont fait un coup d'État parlementaire, ça existe, la preuve. Et ils ont transformé la Constitution. Ils ont renvoyé celle de 1793 à la poubelle et ils l'ont changée par une nouvelle Constitution. Et cette nouvelle Constitution a comme spécificité de supprimer la Déclaration des droits naturels de l'homme et du citoyen. C'est quand même important comme tout. Et ça corrobore le début de l'histoire de la Révolution française. Le texte révolutionnaire par excellence, c'était évidemment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et elle est supprimée à partir de 1795. Ce que l'on ne dit pas davantage, et on a bien tort, il faudrait quand même le rappeler, c'est important, c'est intéressant de savoir tout cela, c'est qu'il n'y a plus eu de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France de 1795 à 1946, un siècle et demi. Alors ça, c'est une première chose qui nous indique que la Révolution est terminée, effectivement. Elle est effectivement terminée dans ce sens-là. Bien, comme révolution des droits de l'homme et du citoyen. Alors ensuite, l'héritage de la République démocratique et sociale, de la Révolution française dans la période montagnarde, mais qui s'est développée depuis 89, comme je l'ai rappelé, comme je l'ai indiqué, dans les émissions successives, a donné comme fruit, dans l'immédiat et juste après le 9 Thermidor, Babeuf, qui a créé son journal qui s'appelait « Le Tribun du peuple », défenseur des droits de l'homme. Il est dans la continuation de la révolution des droits de l'homme et du citoyen, bien sûr, des droits naturels, et il s'appuie sur, après une période de troubles, il avait un petit peu du mal à comprendre ce qui était en train de se passer, ce qui est bien compréhensible. Il a réalisé que c'était un processus de contre-révolution qui commençait. Et il a essayé de résister en proposant d'organiser une nouvelle insurrection populaire, comme on l'avait fait en 1789, et de façon à reprendre la suite de la montagne de la République démocratique et sociale. Et dès le début du XIXe siècle, les courants socialistes, les premiers courants socialistes en Angleterre, en France, en Europe du Nord, en Italie du Nord, ont été des mouvements qui s'inspiraient de la montagne, de la République démocratique et sociale, avec ses aspects socialistes que j'avais rappelés, avec l'économie politique populaire, etc. Bien. Ouais, et nous avons vraiment, avec Buonarroti, qui était un ami de Babeuf et qui a survécu, il a vraiment travaillé à faire connaître ces mouvements. Alors, en Angleterre, il y a le mouvement des chartistes qui s'appuie sur l'expérience de la montagne, de Robespierre, de façon tout à fait constructive, pour aller plus loin, avec Thomas Paine aussi, qui était un député à la Convention. C'était un Anglais qui avait été pourchassé par son gouvernement et qui avait été élu à la Convention en 1792. Bon, bref, je passe, mais ce sont des éléments très intéressants sur les
premiers socialistes du 19e siècle qui se sont déployés jusque vers 1850, 1848. Voilà. Et après, il y a eu des grandes difficultés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de la seconde moitié du 19e siècle? C'est quelque chose de très complexe. Je vais essayer de démêler juste ici, rapidement, le plus rapidement possible, parce que ça me paraît vraiment essentiel pour comprendre cet oubli incroyable de la révolution des droits de l'homme et du citoyen, de cette révolution démocratique et sociale qui a lancé le socialisme au XIXe siècle, faire comprendre comment une chose pareille a pu se faire. Alors, je commence. Donc ça a été effacé, oublié, voilà. au profit d'une image sanguinaire de la Révolution. Et bourgeoise. Et bourgeoise, et donc Révolution. Et bourgeoise. C'est-à-dire Robespierre devient un petit bourgeois poudré. Voilà, donc c'est ce que on parlait. Vous nous avez parlé de l'article de Frédéric Lordon la dernière fois, qui notamment a pêché sur reprenait cette question, cette image, ce poncif. Oui, bien sûr. Alors expliquez-nous. Alors c'est compliqué, mais je vais quand même essayer de le faire dans le peu de temps que nous avons. À la fin du XIXe siècle, il y a eu toute une série d'expériences révolutionnaires en Europe qui ont échoué, en particulier en France. 1848, 1871, ce sont des choses qui sont intéressantes, importantes, qui ont reporté à nouveau le programme de République démocratique et sociale avec droits de l'homme, mais qui ont échoué, qui n'ont pas duré très longtemps. Voilà, c'est sûr. Mais elles étaient encore là pour porter cela. Vous voyez, elles le portaient. Bien. Et ce qui s'est produit, c'est que, de façon très compliquée, comme vous allez le voir, mais il faut le dire, je le dis, j'ai le courage de le dire et de l'affronter. Oui, il faut du courage. C'est la question de l'apparition du marxisme. Alors, le marxisme, est-ce que c'est la pensée de Karl Marx? Pas forcément. Alors, il s'agit ici de la social-démocratie en Allemagne, qui s'est formée, la première, avec le nom de Marx, et qui s'est emparée du nom de Marx. Marx avait déjà donné son point de vue avant de mourir, mais il était déjà vieux, lorsqu'il a reçu le programme de Gotha. Et il l'a critiqué. Il a dit qu'il n'était pas d'accord du tout avec cette chose-là. Et puis, il est mort. Et la social-démocratie allemande, qui s'est formée là, avec des gens qui sont extrêmement intéressants, mais qui ont des idées assez bizarres. Et l'idée bizarre qu'ils ont développée, après la mort de Marx, et après avoir pris son nom, c'est-à-dire qu'il se présente comme social-démocratie marxiste, des partis sociaux-démocrates marxistes. Bien. Donc c'est eux qui s'emparent du nom de Marx. Comme je viens de dire, il y a une embrouille ici qui est complexe, qui est très complexe. Je ne peux pas en parler cette fois-ci, on pourra le faire la prochaine fois, si on veut, mais enfin, ce n'est pas pour aujourd'hui que je vais le faire. Et alors, l'idée principale de cette social-démocratie allemande, c'est la suivante. Ils vont adopter le déterminisme économiste qui s'est imposé dans tout le monde occidental depuis le début du XIXe siècle, aidé en cela d'ailleurs par la contre-révolution qui s'est produite en France en particulier et qui a chassé pour un petit temps la volonté de construire une révolution socialiste. Bon, alors nous avons cette grande domination du système quoi? Qu'est-ce que c'est? Il faut l'appeler, il faut l'appeler par son nom. Un système capitaliste impérialiste d'un type complètement nouveau qui se trouve dans une situation favorable au début du XIXe siècle et qui va essayer de prendre le pouvoir dans tout le monde occidental. Et en même temps se tailler son empire colonial en Afrique et en Asie. Alors c'est pas qu'on laisse tomber l'Amérique, on s'en occupe encore pour réprimer tout ce qui bouge, mais on va se tailler un empire à échelle mondiale. Bien. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un déterminisme économiste extraordinairement vulgaire, permettez-moi de le dire. Si on ne veut pas le dire, moi je le dis, parce que c'est quand même pas possible, et qui résume l'histoire à une succession mécaniste de modes de production. Cela se passe chez les soi-disant libéraux, ceux qu'on appelle maintenant les libéraux, qui sont les héritiers des physiocrates. J'en ai parlé. Oui, vous en avez parlé. Mais voilà qui réapparaissent sous un nom nouveau. Libéraux et néolibéraux aujourd'hui, nous les connaissons bien. Et ils ont toujours le même projet d'ailleurs, ça n'a pas changé. Ils sont bien dogmatiques, bien déterministes. Et alors leur conception du monde, on la connaît par cœur. On vient de nous la rappeler sans arrêt. C'est-à-dire le déterminisme économique. L'économie est au centre, paraît-il. Et c'est faux.
C'est la politique qui est au centre. Mais on fait semblant de croire que c'est l'économique. Et alors, on vous brosse un tableau historique tout simplet, tout bien simpliste, tout bien matérialiste, fondé sur l'économisme. C'est-à-dire, après la communauté primitive de la préhistoire, l'esclavage. Après l'esclavage a suivi le féodalisme et puis le capitalisme. Et là, vous avez deux branches. La branche libérale qui va dire, après le capitalisme, il n'y a rien. Le seul avenir, c'est le capitalisme. C'est donc la fin de l'histoire, comme on nous l'apprend. Hein. Oui, tout à c'est fait. une théorie parfaitement actuelle, hélas. Bien. Et la deuxième théorie, c'est celle de la social-démocratie, qui va dire, après le capitalisme, il peut y avoir le socialisme. Il y aura le socialisme et le communisme. Voyez ? Voilà. Donc il y a un avenir pour le déterminisme de ces sociaux-démocrates qui ont adopté finalement un point de vue économiciste. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour le système des libéraux, mais ils ont adopté cette matrice intellectuelle, cette conception des choses qui est effrayante. Qui place l'économie au centre Exactement. et qui voit le monde à travers une succession de modèles économiques, de modes de production. Voilà, de modèles économiques. Voilà. Bon, donc l'histoire, elle est réduite à cela. Et la social-démocratie allemande va se déployer, et ça va être ça le marxisme. Et les partis marxistes vont être imprégnés de la chose. Si vous lisez les théoriciens marxistes en France, Jaurès, etc., c'est ça qu'ils pensent. Il faut passer par le capitalisme pour pouvoir déboucher sur le socialisme. Je me permets aussi de signaler que c'est une conception eurocentrique, mais pas possible. C'est une vraie caricature dans son genre. Ça veut dire que les pays qui ne sont pas passés par le capitalisme ne pourront jamais connaître le socialisme. Et le premier groupe la première social-démocratie qui a commencé à ruer dans les brancards, c'était la social-démocratie russe, qui existait bien sûr, sous le qualificatif de marxiste, et c'est Lénine qui a dit, quand il a commencé à comprendre les problèmes qui se posaient pour la révolution russe, qui a commencé à dire, mais c'est pas possible, vous pouvez pas nous imaginer une conception du monde pareille. Vous supprimez la politique, vous supprimez l'éthique, vous supprimez l'idée de justice, vous supprimez tout cela. Mais qu'est-ce que c'est que cela ? On a supprimé toute la théorie des droits de l'homme, si vous voulez, au passage. Il n'y a plus rien là, il n'y a plus rien du tout. Bon, déjà là, avec le déterminisme économiste. Alors Lénine va écrire un grand texte qui s'appelle « Le renégat Kautsky », avant la révolution de 1917, et il va développer cette première rupture avec la social-démocratie antérieure, qui va produire le marxisme-léninisme, si vous voulez. Mais malheureusement, Lénine va avoir une très mauvaise idée ensuite, c'est celle de la dictature sous la forme du parti unique au pouvoir. Alors ça, c'est une catastrophe. Il est critiqué par certains, comme Rosa Luxembourg, par exemple, qui est une femme très intéressante à cette époque, et qui a été soigneusement éliminée de la surface du globe en 1919, avec l'échec de la Révolution en Allemagne. Bon, bref, voilà. Mais nous sommes arrivés ici dans une nouvelle conception des choses qui vont être dirigées et organisées par l'Union soviétique. Et l'Union soviétique va malheureusement abandonner cette conception léniniste du départ, parce que c'est très compliqué, et avec le parti unique au pouvoir, c'est finalement Staline qui va prendre le pouvoir dans le parti, et après la mort de Lénine. Et malheureusement encore, une fois de suite, parce qu'on va arriver ici, je me cantonne à l'interprétation de l'histoire, on va arriver en 1929-1930 au problème suivant, c'est que les historiens de l'Union soviétique vont décider que l'histoire, c'est eux qui sont capables de l'interpréter parce que eux, ils connaissent la science prolétarienne. Ah bon ? Alors voilà, et ils ont décidé dans un grand congrès que l'histoire, c'était eux qui pouvaient l'expliquer. Ah bon ? Et alors ils donnent l'interprétation de la Révolution française. La Révolution française, c'est une révolution bourgeoise, petite bourgeoise, mesquine, sans intérêt. Et la seule révolution pour les travailleurs, qu'ils ont appelée depuis la révolution prolétarienne, elle s'est produite à partir de 1917 en URSS. Bon, voilà. Nous sommes ici dans un nouveau schéma interprétatif qui a balayé complètement toute l'histoire de la Révolution française et qui va malheureusement influencer
tous les partis dits marxistes orthodoxes, si vous voulez, au XXe siècle. Comme vous voyez, c'est compliqué. J'essaye de faire comprendre le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est l'adhésion de ces courants marxistes au déterminisme économique, qui a complètement... Alors, est-ce que Marx pensait comme cela ? Ça n'est pas sûr, il faudrait regarder ça de près, hein, parce que c'est un peu hâtif. Donc nous avons affaire ici à un obstacle intellectuel énorme, vous comprenez, qui nous permet de sans doute mieux comprendre pourquoi on en est arrivé à une conception de l'histoire qui a rendu l'événement Révolution française incompréhensible aujourd'hui. C'est pour ça que je suis obligée de le déployer, de le développer, même dans un temps très court, mais je l'ai déjà développé ailleurs, donc on peut retrouver dans mes écrits ce que j'ai développé à ce sujet. Oui, bah ça, mais c'est vraiment intéressant. Fondamental. Donc, et quand Furet, laissez-moi terminer sur Furet, juste. Quand Furet va reprendre cette idée de la Révolution française, matrice des totalitarismes au pluriel du XXe siècle, il vient du Parti communiste. Il était au Parti communiste bon stalinien, bon teint comme il fallait, hein, bon déterministe, économiste et tout. Hein. Et puis il va passer au néolibéralisme. Mais c'est facile pour lui puisqu'il est dans le même concept du déterminisme économique. Il suffit simplement de changer le jugement. Alors, le jugement était positif avec la période des marxistes et il va devenir négatif avec Furet. Mais il n'a pas eu beaucoup de travail intellectuel à faire pour se convertir. Hein. Il est resté du déterminisme économique au déterminisme économique. Il a simplement supprimé le futur d'un socialisme et d'un communisme après le capitalisme. Voilà. Voilà, est-ce qu'on comprend un peu mieux ? C'est vraiment très intéressant, passionnant, la manière dont finalement ce qu'on a fait de cet héritage de la Révolution française, la manière dont la Révolution russe certains courants intellectuels, hein, la Révolution russe, il ne faut pas non plus les pauvres. On ne va pas recommencer. Mais cette idée, en tout cas, je retiens cette idée d'économicisme, c'est-à-dire placer l'économie au centre. Qui a été au centre des sciences humaines. Au centre des sciences humaines. Oui, c'est fini l'idée de justice. C'est fini. Voilà. Non, mais c'est terrible. Bon, on va terminer sur cette note-là. Florence Gauthier, merci infiniment donc pour toute cette série d'émissions, puisque aujourd'hui, donc, c'est la conclusion de notre série de 5 émissions sur l'interprétation de la Révolution française et l'acteur central qui en est le peuple et tout l'héritage qui s'en est suivi ou qui malheureusement a été en partie effacé ou travesti. C'est fini pour aujourd'hui, en tout cas pour Voix contre Oreille. Vous retrouvez Denis à 9h30 dans La Voix du Ghetto et Véronique à 10h30 pour Il y a un éléphant dans le jardin sur Aligre FM, toujours sur 93.1. Voilà, en ce qui me concerne, je vous retrouve mercredi prochain entre 8 et 9 pour une autre émission Voix contre Oreille. On pourra réécouter donc toute cette série d'émissions avec vous, Florence Gauthier, sur le site d'Aligre FM, aligrefm.org, sur le site de l'émission Voix contre Oreille aussi, voixcontreoreille.org. Voilà, elles sont toutes en ligne et celle d'aujourd'hui le sera très bientôt. Merci donc à Gabriel qui a réalisé l'émission, toujours fidèle au poste. Et puis à très bientôt et bonne journée donc sur Aligre FM.